Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la recherche clinique. Nous allons parler d'évolution de carrière aux côtés d'Asia Asrir. Bonjour Asia et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Nawel, bonjour tout le monde. Ben, ravi, merci à toi de m'avoir invité. Super. Avec plaisir. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et parler de ton parcours? Yes, donc moi je m'appelle Asia Asrir, je suis toulousaine. Ça se sent peut-être par l'accent un petit peu, je sais pas. Ça va, Oui, j'arrive à c'est le, chantant. j'arrive à le maîtriser. J'ai fait des études, quoi te dire sur moi? J'ai fait des études au départ de médecine, après un bac S, puis ensuite je me suis orientée en biologie. Et après, bah, j'ai fait de la bio. En vrai, Nawel, je savais pas trop où aller. Comment te dire, je savais pas quel métier faire, mais j'étais juste prise par bah, la passion de tout ce que j'apprenais en fait, parce que je suis quelqu'un de très curieuse et j'adorais l'univers de la bio. Et donc j'ai continué à faire de la bio. Le plus important pour moi, c'était vraiment à chaque fois, ben, tu vois, d'être parmi les premiers, d'avoir des bonnes notes. Tu sais, la mentalité un petit peu Ouais. d'aller le plus loin possible. Première C'était de ça la classe. l'objectif. Voilà, toujours première de la classe, toujours modèle. Ouais. Voilà. Et disons que j'ai continué comme ça, puis au fur et à mesure, après, en master 1, master 2, ben, j'ai appris qu'on pouvait faire un doctorat, qu'on pouvait aller encore plus loin. Donc forcément, moi, c'était un challenge pour moi. Et donc, j'avais eu ma bourse pour faire le doctorat. J'ai commencé un doctorat dans un laboratoire qui s'appelle maintenant Infinity et qui est un laboratoire en immunologie. Donc, très connu sur Toulouse. Donc, j'ai fait Mhm. une thèse pendant 4 ans que j'ai soutenue en 2015. C'était une thèse très fondamentale. Alors, fondamentale et en même temps dans le domaine de la vaccination. Et après la thèse, j'ai poursuivi en postdoc. Là, je me suis pas arrêtée, j'ai continué parce que pour moi, c'était la suite logique. Après la Mhm. thèse, j'avais envie de me spécialiser en oncologie. Donc, j'ai fait deux postdocs. Un premier plus orienté sur ce qu'on appelle les HEV, les vaisseaux intratumoraux. C'est des vaisseaux un peu spécifiques qui sont des portes d'entrée majeures pour les lymphocytes. Donc, on utilisait de l'immunothérapie, on développait ces vaisseaux, on induisait une régression de la tumeur pour faire simple. Et ensuite, un autre postdoc à l'Oncopole. Cette fois, à l'Oncopole de Toulouse, où j'ai travaillé sur le myélome multiple, toujours dans l'immunothérapie anticancéreuse. Et voilà, donc pareil sur des modèles murins, mais aussi sur des biopsies de patients atteints de myélome multiple avec des collaborations internationales, vraiment très intéressant. Et à la fin de mon second postdoc, c'est là qu'est venue l'idée de faire de la recherche clinique. On en parlera tout à l'heure dans le détail. Donc Ouais. j'ai fait de la recherche clinique et puis après j'ai switché complètement après la recherche clinique vers une transition vers le secteur privé, pour tout te Mhm. dire. Où là actuellement je suis directrice life science au sein d'une start-up. Je suis carrément sortie de ma zone de confort parce que D'accord. je ne travaille plus sur l'oncologie. Autant te dire que là, Ouais. c'est complètement différent. Je travaille sur l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'information scientifique, pour faire très très Ah, simple. très intéressant. Oui. Ouais, mais hyper intéressant. Donc, on équipe des labos, des entreprises avec une plateforme qui leur permet d'accélérer tout l'aspect veille, recherche biblio, synthèse, état de l'art, etc. Donc, je Mhm. rencontre tous les jours des professionnels, des PhD, des scientifiques. Et donc, l'idée, c'est de les outiller, et de leur permettre d'innover plus vite. En tout cas, de faire ces activités beaucoup plus rapidement grâce à l'IA. Très Et bien. gagner du Et temps. donc, si on revient, parce que j'ai vu dans ton profil, il y a, tu as fait une petite partie, mais toute petite, d'arc Ouais, de tout à recherche fait. clinique. Comment t'es venu ce déclic-là de: «OK, moi j'ai fait un postdoc, je vais me diriger vers la recherche clinique et je vais faire arc». Et est-ce que tu as eu surtout, une sorte de frustration parce qu'après un doctorat, un postdoc, beaucoup d'années d'études, beaucoup plus qu'un profil classique arc, est-ce que ça t'a pas fait un choc, entre les 2 domaines? Yes. Donc en fait, pour t'expliquer, moi à la base, pourquoi j'ai fait ARC? Il y avait une stratégie derrière tout ça parce que je voulais aller vers les affaires médicales. Mmh. Et donc, pour aller vers les affaires médicales, certes, j'avais l'oncologie de par mon background postdoc, ce qui était vraiment super, hein, ça m'a beaucoup aidé, mais je ne connaissais pas l'univers de la recherche clinique. Donc, faut être honnête, hein, je veux dire, on a beau avoir des postdocs, même travailler en onco, la recherche clinique, c'est Ouais. un domaine à part entier. Et donc, quand j'ai commencé à me renseigner, discuter avec les gens, ils m'ont dit, yes, t'as un super background, t'as des postdocs en onco, l'onco, ça marche super bien pour les affaires médicales, t'as un bon profil. Par contre, la recherche clinique, t'y connais rien, quoi. Et c'est vrai, j'y connaissais rien. Jamais travaillé sur les essais cliniques ni rien. Donc moi, pour moi, c'était un passage obligé de faire de la recherche clinique, un passage que je ne regrette absolument pas, parce que ce que je t'ai dit, c'est que moi, j'ai fait des postdocs assez orientés recherche translationnelle. J'ai très peu, moi, travaillé avec des patients, des essais cliniques, et ça me manquait énormément.
Ouais, énormément. J'ai fait une thèse très fondamentale, voilà, sur les modèles animaux et j'ai fait 2 ouais. postdocs, je t'ai dit, où je travaillais à la limite sur des biopsies, mais c'était vraiment le seul côté un peu appliqué que j'avais moi dans mon travail et ça me manquait énormément et puis donc quand je voyais les essais cliniques, je trouvais ça hyper intéressant, tu vois? De comprendre, ne serait-ce de comprendre comment fonctionnent les essais cliniques et d'apprendre un petit peu tous les types de jobs qu'on pouvait faire. Donc je me suis dit: «OK, recherche, affaires médicales, faut que je passe par la recherche clinique». Donc j'ai fait une formation par un organisme qui s'appelle Mediax. J'ai appris Mhm. énormément. Je regrette pas parce que c'était hyper enrichissant. Donc ça, c'était super, tu vois, pour le scientifique, le postdoc qui a besoin d'apprendre justement après son postdoc. J'étais hyper stimulée à ce niveau-là. Et puis après la formation, j'ai trouvé ce stage à l'Institut Claudius Regaud. Donc en oncologie, c'était top. Et puis j'ai découvert vraiment le métier d'arc sur le terrain. Et là, Nawel, c'est vrai que moi, ce qui me manquait, je manquais de stimulation. Voilà, voilà. Si je devais résumer, le postdoc, c'est Ouais. hyper intense, Mm. hyper intense. Et moi, quand j'arrive sur le métier d'arc, ben, écoute, j'étais là, donnez-moi du travail. Tu te rends compte, Nawel? C'est moi qui leur demandais, oh, s'il y a des choses à faire, donnez-moi, quoi. En plus, moi, je suis arrivée, je te cache pas, c'était en été aussi. Donc, c'était pas le meilleur timing. Oui. Mais alors, c'était pas assez. C'était pas assez de Mm, travail. Donc, il y avait Laissez-moi travailler tard le soir comme non, un vraiment ça. postdoc, s'il vous Tu peux faire plaît. plus, hein. Tu peux faire vraiment plus que ça, que Ouais. classer des choses ou aller faire des recherches ou Et donc, machin. on est d'accord que c'était Arc Moniteur, c'est ça? Oh, c'est Oh, promoteur, moi, que oh, j'avais. oui, Côté oui, promo. c'est ça. Ouais. Exactement. Et donc, voilà. Donc, ce côté-là où j'étais pas assez stimulée, ça me manquait, Mm. sortie d'un postdoc. Et puis, ben, le côté très administratif, très process, très protocolaire, moi, Mm. vu à ma personnalité, et c'est important que je sois passée par là parce que je me suis rendu compte que, en fait, bon, c'était pas trop mon truc. Que, Mm. que ce type de métier, en fait, ça me correspondait pas parce que ça demandait énormément de rigueur. Il faut être bien organisé, il faut être rigoureux, il y a des protocoles, il y a des procédures à suivre. Et là, j'étais là, mais mon Dieu, je peux pas. Mon Dieu, je peux pas. Moi qui suis, alors pas bordélique, hein, mais je pars un peu dans tous les sens, je suis freestyle, j'ai besoin d'avoir le contrôle et j'ai besoin des fois tu vois, de faire appel à ma créativité et de faire des choses hors cadre. Là, je pouvais pas. Là, Mm. ça se passe comme ça se passe comme ça. Il y a des procédures, il y a des étapes à suivre. On dirait que tu vivais dans un protocole. Tu Oui. vois, un protocole. Et donc là, ouais, c'était dur. C'était dur. Malgré qu'effectivement, l'avantage, alors peut-être qu'on voit les inconvénients et les avantages, c'est que c'était dans un domaine où c'est hyper appliqué pour le coup. Tu vois, à la Mm. fois, j'étais plongée dans un domaine hyper appliqué. On parlait d'essais thérapeutiques, on parlait de médicaments innovants qui sont testés chez des patients. En onco, c'était hyper concret. Tu sais, as des données de gens, tu vois, sur leur dossier médical. Enfin, Mm. vraiment, ce côté-là, j'ai trouvé ça hyper génial. D'autant plus que, tu vois, moi, j'étais en onco, de l'autre côté, plus un peu translationnel. Là, je voyais l'effet des traitements, quoi. Tu vois, Mm. c'était hyper concret. J'ai adoré cet aspect-là, par contre. Je trouvais ça génial parce que le côté pratique, on y était à fond. Donc, je pense Mm. que pour des gens qui veulent se rendre vraiment utiles en se disant l'univers de l'hôpital m'intéresse, échanger avec des médecins, peut-être le côté patient aussi, c'est top. Et après, C'est faut ça, on aimer. est sur le terrain, le vrai terrain. Là, Pas, là-dessus, on on est ne suit pas servi. de loin, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a deux profils. On a un profil vraiment qui est sur le terrain, il est avec les patients et avec les médecins aussi, les infirmiers. On est dans un univers très, très, très médical, hôpital, hein. Mm. Alors que un arc moniteur, de l'autre côté, c'est un peu le contrôle qualité. Donc c'est vrai que ces deux mondes, ils ont le même projet, le même objectif, mais c'est une atmosphère, je dirais pas un monde, mais deux atmosphères différentes. C'est vrai que le côté challenge, moi, il me manquait, tu vois. Il était où le challenge là? Tu vois? C'est que C'est vrai. t'étais là tu faisais partie donc d'un groupe, d'une équipe pour la mise en place d'essais cliniques, pour faire en sorte qu'il y ait un bon déroulement, un bon process, que ça se passe comme il faut, on recueille les données qu'il faut. T'es vraiment au cœur vraiment des essais cliniques. Mais du coup, le côté challengeant, en fait, Mm. bah non, tu dois respecter et puis C'est vrai. t'as pas relevé des défis. On n'attend pas de toi à ce que tu T'es une sois un rebelle, perdant, Assia. quoi. T'es juste une rebelle, en fait. Ah Tu peux voilà, t'as pas tout suivre compris. les règles. Ah non, moi j'ai besoin de casser les éprouvettes, j'ai besoin de, tu vois, de Oh déchirer les mon Dieu, faut pas protocoles lui et de... donner une éprouvette, hein. Ok, et Voilà. du coup, après ta petite expérience en tant qu'autre chose, et t'as fait quoi juste après? Donc là, pour moi, c'était très bien cette expérience dans le sens où ça a rempli la case. Mon objectif, c'était de comprendre la recherche clinique,
d'être un peu sur le terrain pour interagir avec les autres arcs, les chefs de projet, tu vois, les médecins. C'est aussi Oui, important de montrer que tu connais cet univers-là. Et derrière, c'était pour rejoindre les affaires médicales à la base, tu vois. Donc moi, j'ai oui, coché la case, bonne pratique clinique, c'est bon, oui. expérience en recherche clinique, c'est bon. Maintenant, allez, go, les affaires médicales. Donc là, je sais que je cochais à peu près toutes les cases et même en entretien, clairement, le fait d'avoir fait de la recherche clinique et de pouvoir comprendre les essais cliniques et les machins, et cetera, bon, Oui. ben, c'était un avantage pour moi. C'était OK, j'avais l'expérience que je voulais. Et puis, bah, là, il a fallu ensuite chercher cette expérience, alors au départ de MSL, là, que je voulais sur terrain. Tu as compris que moi, la communication, Mm. il me fallait absolument de la communication, interagir avec les gens, être un représentant scientifique sur le terrain, puis parler de médicaments, parler d'air thérapeutique, c'était vraiment ça que je voulais, à la base. Donc, je commençais à passer des entretiens, tu vois, je pouvais aller jusqu'aux assessments, voilà, je pouvais parler d'essais thérapeutiques, etc. Donc, pour moi, c'était OK, tu vois. Mm. Ça a vraiment fait le job, cette Oui, expérience d'arc. Et il me la fallait, je pense. C'était indispensable. d'accord. Et donc, ça t'a permis de travailler ensuite dans le métier que tu voulais. Alors, ma chère Nawel, c'est pas fini. Parce que, Non? comme tu l'as dit, je suis une rebelle. Bon, Non, c'est pas fini. En fait, je passais énormément d'entretiens. Je passais pas mal d'entretiens. Ça passait beaucoup par LinkedIn avec des directeurs médicaux, oui, etc. Les entretiens se passaient plutôt bien. À chaque fois, j'allais jusqu'au bout, assessment, c'était pas, les planètes n'étaient pas alignées, voilà, ça. Et donc, à chaque fois, j'étais presque, quand je discutais avec les gens, ils me disent, ben, patiente, ça va arriver, il faut un peu de temps, etc. Et puis, ben, avec le recul, finalement, comment t'expliquer? J'ai eu cette expérience, j'ai eu cet entretien avec une grosse boîte pharmaceutique. Ça s'est mhm, super bien passé, ça y est, pour moi, c'était bon, quoi. J'allais oui, décrocher le métier que je voulais, mais les choses ne ça se passe pas souvent comme on veut. Il y a des imprévus. Donc, je passe l'entretien, je passe tous les entretiens, RH, directeur médical, je fais l'assessment, tout se passe très très bien. Et là, il faut attendre 3 mois mhm. avant d'avoir cette fameuse réponse définitive, sachant que C'est long, hein. j'avais des signaux verts hein, pour moi en interne qui me disaient, Asia, ils te veulent, Oui, ça va le faire. oui. Il fallait attendre. Alors, tu me connais, moi, attendre, c'est long. Et ce qui s'est passé, c'est que, ben, il y a mon boss actuel qui me contacte sur LinkedIn. Il est tombé sur mon profil, il m'a dit, écoute, on est une start-up, on travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors oui, tu es pas de ce domaine-là, mais vu ton profil, vu tes compétences, vu machin, tu pourrais vraiment t'éclater. Accorde-moi du temps, je vais t'expliquer en quoi ça consiste et je suis sûre que ça va te plaire. Bon, bah, très bien, ok, on va pour un premier meeting. Et là, il m'explique le job, il m'explique pourquoi il vient me chercher moi avec mon profil à moi, tu vois. Life science, PhD, et puis ben, tous les compétences que je pouvais apporter par ailleurs. Et puis figure-toi que j'ai avancé sur l'entretien en me disant que de toute façon, j'avais pas la réponse avant 3 mois, donc c'était en Mhm. décembre. Et plus ça avance, plus ça se passe bien. Donc, il me fait rencontrer son associé. Pareil, il me demande de faire une présentation, un entretien sur mon sujet de thèse, vulgarisé, puisque ben, il y en avait un expert IA, un Ouais, docteur en physique, donc absolument rien à voir. Donc, c'est oui. le challenge, encore Nawel. C'est Très ça. bien, vous voulez La que je vous fasse vulgarisation est difficile, hein. c'est ça, sachant que moi, je suis une passionnée de communication. Hein. J'ai fait du théâtre depuis l'âge de 7 ans et Ouais. j'arrête pas de passer des concours de vulgarisation. Moi, j'adore ça. Et donc, du coup, ça se passe très, très bien. Et ça s'enchaîne très vite. Hein. Tu sais, le côté start-up versus le côté industrie pharma. Ah oui. Et là, au bout de 2, 3 semaines, on me dit, bah, écoute, Asia, viens sur Paris, parce que moi, je suis de Toulouse de base. Viens Mhm. et troisième entretien, on te fait un troisième, pareil, on te challenge parce qu'on te met en situation, nanana. Et tu vois. Moi, je fais quoi? Je continue le processus. Je me dis, j'ai rien à perdre de toute façon. Ouais. Sachant que je me suis battue, ça fait des mois hein, pour avoir ce job quand même de MSL sur le terrain. Je continue, je vais à Paris, je passe ce dernier petit entretien. Ça se passe très très bien. Mhm. Et à la fin, le boss qui me regarde et qui me dit, écoute, Asiane, on te prend si tu veux. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, Nawel, fallait voir dans quel état j'étais. Petite start-up dans un domaine rien à voir avec l'onco versus grande boîte pharmaceutique où là, ben, tu vois, Le c'était choix était stratégique difficile, au hein. début. Ouais, Pourquoi moi j'ai fait Arc, c'est pour aller là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Donc dans ma tête, il y a tout qui se chamboule. Je dois prendre une décision assez rapidement quand même. Mm. Et donc là, j'en discute autour de moi et on me dit, Massia, vu toi commenter, Asia, c'est la start-up qu'il te faut. Mm. Industrie pharma, ça sera peut-être, tu seras peut-être, t'auras pas suffisamment de liberté pour t'exprimer. Tu vois, t'es Ouais, quelqu'un qui aime déborder, t'es quelqu'un un peu extravagant, un peu machin. Enfin, t'aimes la communication, t'as ce côté leadership, t'aimes prendre des décisions, t'aimes avoir des responsabilités, t'aimes faire plein de choses, t'as un couteau suisse. Bref, tous les mots-clés ouais, étaient là. Et finalement, je me suis lancée, j'ai dit, allez, on commence, on y va. Et ça fait très 3 ans que bien. j'évolue en start-up.
Ah bah, c'est génial et donc ça fait 3 ans donc l'intelligence artificielle n'était pas, encore, bon là je parle de la générative, elle n'était pas vraiment accessible. On parlait pas autant de l'IA. Ah franchement dans mon feed, LinkedIn, mais j'ai IA partout. Oh, hein. Tout le monde en parle, j'en ai marre, j'en peux plus, même si j'aime ça, ça me passionne. Je trouve ça génial, surtout de son utilisation dans le cadre de la santé, dans le cadre de l'amélioration de, voilà, que ce soit dans l'ajustement thérapeutique ou dans la prise en charge du patient de manière générale et tout le monde parle de ça. Tout le monde dit tout et n'importe quoi. Il te balance une centaine de pages, de guides, alors illisibles. Et donc toi, tu étais là un petit peu dans le futur. Tu as commencé ça alors que ce Ah, n'était il y pas avait pas encore encore ça n'avait ChatGPT, hein. pas encore explosé. Et je suis arrivée à un moment où Ça c'est top. pas du tout, ça avait pas encore explosé. Donc si tu Ouais, veux, même au niveau des mindsets de nos prospects aux clients, en discutant avec les gens, la sortie de ChatGPT a chamboulé les gens. ouais, On voit les gens qui ont plein de fantasmes et plein d'attentes, mais démesurées, hein, sur l'IA. ouais, Et puis, ben, il y a eu cette mode, cette grosse vague, puis les gens, ils ont réatterri tout doucement parce qu'ils se sont rendus c'est compte qu'on ça, peut pas faire tout ce qu'on veut avec ChatGPT, qu'il y c'est a ça. tous ces problèmes de confidentialité, ouais, et qu'on comprend ce que c'est que, tu vois, que c'est ce que c'est Ouais, que ce modèle de langage, avec quoi il a été entraîné, sorte de perroquet statistique. C'est pas, on peut pas non plus tout faire avec et tous les cas d'usage. Puis petit à ouais, petit, là, on est dans une phase où, voilà, les gens commencent à comprendre les limites, même si tu as toujours des fantasmes, Nawel. mmh, Mais en même temps, on est beaucoup plus réaliste, on parle cas d'usage et les gens comprennent que tout ça, ça doit être encadré. On peut pas faire ce qu'on veut avec l'IA exactement. et voilà, il y a des choses qu'on peut faire, moins faire et dans tous les cas, il faut garder le côté critique, il faut le garder. L'IA est là pour nous assister, nous faire gagner du temps. Ouais, Pour que ce temps-là que tu gagnes, Nawel, en tant que professionnel, tu puisses l'investir sur des tâches à haute valeur ajoutée, qui nécessitent ouais, toi, ta réflexion, ton esprit critique. L'IA peut faire des choses très très vite, mais par contre, l'IA ne raisonne pas ou raisonne très mal. Donc, tu vois, il y a cet exactement. équilibre à trouver, à faire comprendre aux gens beaucoup, beaucoup de pédagogie qu'on fasse à chaque fois. Mais Ouais, après, voilà, moi, je trouve qu'on est dans une super vague, de plus en plus de solutions qui existent et qui émergent. Les gens benchmarkent de plus en plus. Et donc, c'est hyper challengeant pour nous pour se faire une place, hein. On est une start-up française, on ouais. évolue. Et le tout, c'est de se dire, OK, comment on se fait une place dans cet océan? Jungle. Ouais, dans cette jungle, finalement. Et je dirais, un des avantages qu'on a, c'est que nous, on a la formation académique. Mmh, Donc, au sort de l'académique, toutes les problématiques que tu peux avoir avec l'information scientifique, tu sais, quand tu as fait de la biblio, par où commencer quand tu commences un état de l'art, pour faire de la mmh, veille, tu t'y prends comment tu fais pour structurer tout ça, comment tu fais pour collaborer autour de tout ça, nous, on l'a vécu en thèse ou postdoc, et du coup, ben, nos clients, on les comprend mieux que personne. Et du ouais. coup, on design vraiment des fonctionnalités qui matchent complètement avec les attentes et les cas d'usage de nos clients. Donc, moi, je m'occupe plus de l'aspect pharma-biotech, Mmh. et vraiment, voilà, en ce sens, je suis complètement... Justement, c'était ma question suivante, de ton rôle exact dans Ouais. cette start-up, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle apporte réellement la start-up pour les entreprises? Et toi, c'est quoi ton rôle exactement? Alors moi, je suis rentrée sur une fonction de chef de projet R&D de base, Mhm. tu vois, où j'étais vraiment à l'interface entre l'équipe technique, c'est moi qui vais tester les solutions, tu vois, qui vais Ouais. proposer des améliorations. Donc je travaille beaucoup avec les ingénieurs machine learning, data scientists, CTO, experts en IA. Et d'un autre Mm. côté, je vais avoir moi tout ce qui est les prospects, les clients que je vais onboarder sur les outils que je vais accompagner sur leur cas d'usage et je vais former complètement. Et avec qui je vais faire tout le suivi derrière, tout l'aspect, je dirais, CSM, tu vois. Et donc, j'étais dans ce métier-là, sachant que quand tu es dans une startup, tu as un couteau suisse, tu ne fais pas que ça, évidemment. Donc, Ça. tu as plein d'aspects de marketing, de communication, commerciale, où tu évolues en fait un peu dans tous les sens. Et là, l'avantage d'évoluer un petit peu sur plein de fonctions, tâches différentes, c'est que tout doucement, avec le temps, tu commences à trouver de l'appétence sur des choses, tu vois. Et donc là, l'aspect business commercial, l'aspect contact client, l'aspect négociation, encore une fois, on revient sur le challenge, Nawel, c'est quelque Mm. chose qui m'attirait énormément. Donc, j'ai pas mal évolué sur cet aspect-là et aujourd'hui, j'ai tout un portefeuille que je gère de A à Z et je gère tout le process de la prospection jusqu'à la négociation et le closing avec toute la partie CSM où tu vas accompagner aussi des nouveaux clients que Oui. tu as eu prospects qui deviennent clients. Tu les onboards et tu accompagnes toutes les équipes à évoluer dans, je dirais, ce projet de transformation digitale, à prendre en main l'outil et atteindre leur objectif, hein, de gain de temps, d'efficacité. Enfin, voilà. Ouais. Et là, en parlant de profil couteau suisse, bah, j'ai vu également que tu faisais autre chose parallèlement, notamment l'accompagnement. Est-ce que tu peux en parler?
Yes, absolument. Je ne fais pas que ça. Et heureusement, j'ai envie de te dire, parce que j'ai vraiment besoin de toucher à plein de choses. Alors, cette expérience entrepreneuriale, Nawel, qu'est-ce qu'elle m'a apporté d'autre? Elle m'a apporté ben, justement la fibre entrepreneuriale, tu vois. Mm. Et donc, le fait de me lancer et de dire, OK, moi, j'ai créé une association après mon second postdoc, hein, j'étais au chômage pendant un an et demi. J'ai créé une association pour accompagner les PhD Life Science, plutôt, c'est ma niche, à faire Ouais. cette transition de la recherche académique vers le privé. Donc, on a fait un programme de mentorat. On a une chaîne YouTube qui s'appelle Résalience PhD, où tu verras qu'on a interviewé des arcs, hein, pour ceux à qui ça intéresse. On a fait un podcast. On a fait plein de choses. Et donc, après, je me suis dit, OK, c'est super, hein, Résalience PhD, c'est une association, c'est du bénévolat. Clairement, c'est beaucoup de temps que tu donnes, mais moi, j'ai donné ça avec grand plaisir. Et à un moment donné, tu te dis, OK, mais en fait, pourquoi pas se lancer? Et comme moi, en startup, j'ai évolué sur cette partie commerciale, business, que j'adore, je me suis dit, OK, maintenant, je pense que tu as toutes les cartes pour te lancer toi aussi. Finalement, ça fait 4 5 ans que tu fais ça de manière bénévole. Est-ce que tu pourrais pas faire ça de manière très encadrée, professionnelle, proposer vraiment des choses avec un suivi? Parce que, encore une fois, le monitorat, bah, c'est du one shot, t'as pas Ouais. forcément un suivi, ça manque énormément. Donc, je voulais faire ça de manière professionnelle. J'ai monté, ça fait un an, mon agence de coaching et j'accompagne officiellement les PhD, ma sœur PhD en life science, à faire cette transition et à intégrer le privé. Donc, je les prépare via des coachings en lien avec la formation, enfin, le formatage CV, réseautage, entretien anglais pro. Je les prépare à comprendre le monde de l'entreprise privée et à l'intégrer, à aller chercher des opportunités, à savoir faire du réseautage, voilà, à savoir se présenter, communiquer, pitcher de manière impactante. Voilà, ben, à prendre leur destin en main, quoi, et aller chercher Ouais. le job qui leur fait vibrer, rêver. C'est génial parce que en recherche fondamentale, on sait que c'est bouché, faut dire ce qu'il en est. Si on se lance dans une thèse, on a du mal à sortir de là, dans le sens où la suite logique, c'est postdoc et puis on enchaîne les postdocs, un premier, un deuxième, un troisième, même si on change de pays, on change de labo, on change de voilà, de thématique peut-être, mais ça va c'est la même chose et en fait, on se retrouve entre guillemets entre un peu comme un adulte étudiant qui dépend des bourses, qui n'est pas stable et à un moment donné de ta vie, tu as vraiment besoin de cette stabilité. Donc, je trouve que cet accompagnement est très, très, très important et ben, heureusement, hein, heureusement que ça existe parce que ça, je pense que ça aide beaucoup de personnes. Et en termes de proportion, est-ce que tu as une idée sur la direction que prennent la majorité des thésards? Est-ce que c'est, bon, je pense pas que ça soit plus la recherche clinique, mais il y a un côté recherche clinique, mais est-ce que ça prend plus le dessus en termes de proportion? Ils partent vers quoi exactement? Alors, si je devais te faire un petit overview, et effectivement, sur les 4 5 ans, et j'irais plus sur cette activité professionnelle, parce que là, je les ai vraiment accompagnés de la création d'un projet professionnel, parce qu'au départ, il y en a beaucoup qui arrivent, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Nawel, c'est important. Donc, tu les Mmh. accompagnes à créer un projet, à identifier une, deux pistes professionnelles et vraiment à tout formater à partir de là. Tu vois ce que je veux dire? Le CV, le discours, le pitch, la posture, tout. Et donc, vraiment, Nawel, il y en a beaucoup qui vont vers la recherche clinique aujourd'hui. Des PhD, et alors, tout domaine confondu. Alors, c'est life science, ça peut être en Ouais. biochimie, j'en ai. Biochimie, donc des sujets parfois très fondamentaux. Et ça, et ce qui ressort, c'est que c'est des gens qui ont travaillé justement sur des thématiques fondamentales mais ils sont, comment dire, avides de l'aspect appliqué pratique. Donc, Ouais. c'est de la science. Et à côté, tu as la recherche clinique qui se disent, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est comme un aimant, tu sais. C'est de dire, j'ai été dans le fondamental et qu'est-ce qui m'attire aujourd'hui? C'est être travaillé dans un domaine concret. Les essais cliniques, c'est hyper concret. Moi, j'ai travaillé sur la petite protéine, mais impliquée directement sur une pathologie. Pourquoi pas travailler sur vraiment les essais cliniques dans Mmh. les médicaments, dans une aire thérapeutique et accompagner justement l'innovation et le développement thérapeutique. Et il y en a beaucoup finalement à qui c'est une voie limite logique, quoi. C'est un Ouais. métier qui attire pas mal, où effectivement ça recrute, faut dire, par rapport à d'autres métiers où ça peut être plus bouché. Je te Mmh. donne la comparaison de la R&D. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué la R&D. Donc, même si ça peut paraître logique de dire un chercheur, il va continuer à faire de la recherche dans le privé, Ouais. aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Il y en a beaucoup où il y a beaucoup de boîtes qui recrutent moins, qui se restructurent, qui font de la R&D en dehors de la France, donc c'est Ah. externalisé. Bref, il y a pas mal de problématiques, ce qui fait qu'en fait, ben, la R&D c'est compliqué, ben tiens, pourquoi pas de la recherche, mais clinique appliquée. Et donc Ouais. ça attire pas mal de monde. Après, ils se retrouvent qu'effectivement, ils doivent passer par la formation, ça c'est, je vais dire, un passage obligé. Mmh. Et donc ça leur permet de rentrer dans le milieu du travail
j'irai assez rapidement au niveau de la moyenne, voilà, en quelques mois après la formation, ils ont le network, ils sont accompagnés, ils arrivent à intégrer via un stage ou un 1er CDD ou CDI. Après, de tout ce que j'ai rencontré, il y a aussi ce besoin quand même d'avoir un salaire Oui, qui soit bien sûr. confortable. Donc ils essayent de comprendre, moi je les accompagne là-dessus, faut être réaliste, à discuter avec des gens qui travaillent à l'hôpital et qui travaillent donc des CRO, dans le privé, il faut qu'ils sachent à quoi s'attendre. Parce que, ben, les salaires sont pas les mêmes, peut-être que la pression, elle y est partout, mais aussi en CRO, elle peut être un peu plus importante. Les possibilités d'évolution, elles sont différentes et puis, ben, aussi, dans le privé, dans les grosses boîtes privées, ça porte aussi plein de noms différents, il y a plein de types de jobs possibles. C'est un peu plus Oui, compliqué. Enfin, c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe. Donc, il faut pouvoir s'y retrouver dans tout ça. Et il faut forcément passer par cette phase, je dirais, d'enquête métier où on discute avec des arcs qui font le job, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en privé, pour comprendre les tenants, les aboutissants, les missions, les journées types, les salaires, les tout ça. Et ils se font leurs propres opinions. Et il y en a beaucoup quand même qui te disent, bon, sortie de thèse postdoc, j'ai quand même envie d'avoir un salaire un minimum confortable. Et oui. puis, travailler dans le privé, ça me permet ensuite de pouvoir aller peut-être et rester dans le secteur privé. Tu vois, parce qu'il y a aussi l'étiquette Ouais. académique qu'on souhaite. C'est vrai que c'est la limite, dans le sens où, si une personne, alors je vais parler de privé, vs public, parce qu'on va pas parler arc, promoteur investigateur, parce qu'il y a des arcs promoteurs dans le public, voilà. Donc c'est vrai, il faut dire ce qu'il en est, le salaire dans le privé, enfin dans le public, il est moins intéressant que celui du privé. Dans le public, c'est des grilles salariales, c'est voilà. Et comment peut-on mettre un postdoc, quelqu'un qui a fait plusieurs postdocs d'ailleurs, plusieurs publications, plusieurs travaux, il a un certain niveau, il a bac plus 1000, Mm. et lui donner la même grille et le mettre dans la même case que quelqu'un qui a un bac plus 3 ou bac plus 5. J'ai un bac plus 5, hein, je dénigre pas. Mais c'est vrai que c'est illogique. Après toutes ces années d'études, je comprends qu'ils puissent vouloir aller vers le privé pour être mieux payés. Voilà, c'est normal. Et je pense que les grilles devraient clairement être revues. Évoluer. Ouais, évidemment, évidemment. Je veux dire, bac plus 5, bac plus 8, enfin voilà, il y a quand même un minimum. Tu vois, sorti de là, t'es presque payé. Enfin, moi, je te parle de thèse postdoc, quoi. T'es payé Oui. moins qu'un postdoc et peut-être un peu moins ou équivalent à la thèse. Donc, t'as pas l'impression d'évoluer et c'est important de les gens de sentir que quand même leur diplôme, leur expérience est reconnue, quoi. Donc la majorité vont plus vers le privé, monito, CRO, et cetera. Honnêtement, oui. Quand ils voient la D'accord. différence de salaire et puis en même Oui, temps, tu as aussi ce besoin de rejoindre le secteur privé en te disant: «Si tu restes à l'hôpital, tu seras toujours étiqueté, académique, public» et là, il y a ce oui. besoin aussi d'entrer vers une carrière secteur privé et le plus simple, c'est de commencer en CRO pour pouvoir évoluer ensuite par ailleurs dans le Et secteur. est-ce que tu as des retours sur les difficultés, par exemple, pour être recruté dans le recrutement, en tant qu'ARC dans le secteur privé? Alors dans le secteur privé, je dirais c'est comme un peu tous les jobs, hein. Donc il y a le réseautage qui fonctionne pas mal. Connaître quelqu'un qui bosse dans la boîte, qui peut faire passer ton CV, ça aide pas mal aussi. Oui. Après, j'ai pas eu forcément de retour de difficulté de trouver les jobs dans le privé. Faut avoir les opportunités, quoi. Il y a le niveau d'anglais, faut qu'il soit bon aussi. On accompagne Oui. aussi à ce niveau-là parce que si tu bosses dans une grosse boîte multinationale, ben, on exige quand même un certain niveau d'anglais. Donc, si c'est un peu faible, même en entretien, ils peuvent switcher du Oui. français à l'anglais. Donc, il faut quand même être prêt à ce niveau-là. Après, bon, je me dis qu'un PhD, postdoc, plus la formation attachée de recherche clinique, pour moi, il a tout le background qu'il faut. Mmh. Évidemment, coupler ça avec du networking, développer son réseau, discuter avec les gens, aller chercher même son propre network parce que il y en a pas mal qui te disent ouais, moi je connais une connaissance qui maintenant évolue chez Icon, qui évolue machin. Et donc oui, Oui. ça aide ensuite à pouvoir contacter les bonnes personnes et avoir des opportunités, tu vois. Donc Mmh. je dirais faut être actif et pas passif, pas juste envoyer ses CV, mais essayer de se faire recommander, essayer d'avoir du soutien, essayer de connaître les gens, essayer de développer son réseau, ça aide pas mal. Exactement, c'est vrai que, échanger, participer à des événements alors, parfois là, de plus en plus, on a des webinaires depuis quelques années, Ouais, et c'est vrai que ce n'est pas suffisant et un webinaire est bien pour apprendre des choses, ouais. mais pas forcément pour réseauter. Mais voilà, n'hésitez pas à y aller sur place, à faire les choses, par vous-même parce que le fait de postuler directement, ben, vous avez une chance sur 100
ou sur 200, ça dépend le nombre de candidatures. Ouais. Lorsqu'on regarde les offres d'emploi sur LinkedIn, en fait, dès qu'on clique sur l'offre, on a déjà 100 candidats qui ont postulé, 80 qui ont postulé. Donc, voilà, tu vas te dire, tu te décourages rapidement et tu te dis, ah oui, moi, je suis une parmi 100. Et donc, est-ce qu'il y a un accompagnement dans ce sens, c'est-à-dire dans le réseautage et par exemple, dans ton réseau, tu as des personnes qui travaillent en CRO et tu essaies de placer des gens. Est-ce qu'il y a cette option-là dans Heu, l'accompagnement? Tu veux dire dans l'accompagnement que je fais au niveau des Oui. coachings? Ouais. Mm. Donc clairement là, moi, quand j'accompagne des personnes, il y a forcément une étape réseau. Donc, il y a toute une partie pour leur apprendre à faire du networking, parce que c'est pas des choses qu'on apprend nous en thèse, ni postdoc, ni à l'université. Donc leur apprendre à avoir la bonne posture. Une fois que le CV est bon, un bon profil LinkedIn, comment je contacte les gens, comment je pitch, comment je parle de mon expérience, comment je mets en valeur mes compétences transversales et puis comment je vais aller contacter les professionnels pour faire, une sorte d'enquête métier, leur poser des questions sur le métier, leur demander des conseils. En fait, toutes les questions que tu vas vouloir poser à des professionnels, que tu vas poser à des professionnels te permettent de te préparer ensuite en entretien. Il y a Mm. pas mieux que devant un recruteur, il y a pas mieux que quand il te pose la question, pour toi c'est quoi le job d'arc ou pour toi c'est quoi l'émission ou pour toi c'est quoi la journée type, c'est une question clé. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu commences à répondre, mais vaguement, parce que tu as vu une fiche de poste, tu commences à redire les mêmes bullet points, c'est mort. Par contre, si tu dis, ben, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal d'arcs, des arcs en hôpital ou des arcs dans le privé, ils m'ont raconté un peu leur journée type. J'ai vu que une des missions importantes, c'est ça, ça, ça. Et tu sors les bons mots-clés et tu comprends Mm. les tenants, les aboutissants, les exigences, les compétences attendues, la pression si elle existe, tu es capable de l'expliquer. C'est bingo. Oui, C'est oui, bingo parce que le recruteur, il se dit, OK, en fait, en plus d'avoir la formation, en plus d'avoir un stage, en plus, mais celle-là, elle ferait le job, carrément. Elle est motivée. exactement. Tu vois ce que je veux dire, Nawel? Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi parce que moi j'interviens aussi bon chez Mediax hein, dans tout ce qui est accompagnement donc toute la partie insertion professionnelle et donc je fais des simulations d'entretien et j'avoue que je pose des questions très parce que c'est limité par le temps Mm, hein, on n'a pas 1 heure par personne ni 2 heures ni voilà c'est vraiment limité et dans ce temps limité il faut savoir poser les questions pour cerner la personne. mm, À la première question, enfin, à la première réponse, je sais directement que, la personne est à côté de la plaque ou si elle est, bien ou pas, mm, si elle a compris et donc l'idée, c'est pas d'apprendre le cours par cœur, même si j'avoue que les pratiques aujourd'hui dans les recrutements d'ARC, elles sont complètement différentes. Elles ne sont pas du tout homogènes entre public, si je parle, de d'URC, unité de recherche clinique ou les CRO c'est des process différents, et les types de questions sont différentes. Donc on peut avoir des questions du type, «C'est quoi le métier d'ARC?» ou «C'est quoi un monitoring?» comme on peut avoir des questions, du type, «C'est quoi un UIG?» donc ça peut aller de très, très théorique et ça dépend vraiment de la personne qu'on a en face. Donc il faut bien, bien, bien se préparer à chaque fois que je dis ça aux étudiants, il faut bien se préparer, il faut, montrer que, notre profil est meilleur, déjà, on parle de ses compétences, ne pas dire, «Oui bonjour, je m'appelle Nawel et j'ai tel diplôme et j'ai travaillé en tant que ça». Il faut pas s'arrêter à là, il faut, vraiment développer la partie compétences. J'ai acquis telle compétence, ces compétences-là, elles sont transférables et je peux les utiliser pour le métier d'arc et surtout, montrer que qu'on s'est renseigné effectivement, qu'on communique bien, que, on sait ce qu'on fait. Alors, il y a les profils que j'aime bien, je ne sais pas comment ils font, mais je pense que c'est de la candidature spontanée et c'est génial. Moi, j'ai pas pensé à faire ça avant, c'est de faire des stages d'immersion. Parfois, c'est 1 semaine, c'est quelques jours. Il y a des services qui acceptent de faire un stage, ben, gratuit, hein, vous n'êtes pas rémunéré et ils observent, ils accompagnent, l'ARC, dans que ça soit investigateur ou promoteur, dans ça se fait beaucoup plus dans l'investigation, j'ai mm. l'impression, en tout cas les profils que je vois qui ont fait un stage comme ça, court et ces personnes-là, en fait, ils te donnent l'impression qu'ils ont déjà travaillé en étant ARC parce qu'ils comprennent Mm. les enjeux. Il y a pas mieux. Ils ont vu la vie d'un ARC, même si c'est un temps court, mais une journée type et ça, c'est très bien. Il y a pas mieux. Donc franchement, j'encourage, ceux qui nous écoutent à faire ça avant de enfin, que ça soit pendant la formation. Pendant la formation, c'est compliqué, mais avant de faire la formation, de se prendre une petite semaine et de se dire: «Bon allez, je vais faire, un petit stage, en immersion dans un service»
et je trouve que c'est une bonne solution pour valoriser encore son profil pendant l'entretien. Absolument. Je te rejoins complètement, Nawel. Maintenant, si on revient à toi, pendant tes différentes transitions, est-ce que tu as rencontré des obstacles ou des doutes et comment tu as pu les surmonter? À quel niveau, je veux dire, de mon parcours? Début, fin, milieu? Tout? On va dire les obstacles communs. Les obstacles communs. Dans ma recherche d'emploi, tu veux dire, Nawel, ou dans mon... Oui. À chaque fois que j'ai... Dans ton évolution, donc le changement de poste et dans la recherche d'emploi aussi. Ouais, alors moi, c'est vrai que jusqu'au postdoc, jusqu'au second postdoc, j'avais pas d'obstacle grâce au réseau à chaque fois. Tiens, je connais une postdoc qui part de son labo, c'est les connaissances. C'est, tiens, je Ouais. peux te recommander une maître de conf qui me recommande auprès de laboratoire. J'ai jamais eu vraiment à faire une recherche d'emploi active jusqu'à la fin de mon second postdoc. Et ça, malheureusement, ça nous coûte préjudice après. Ça Ouais. nous coûte préjudice parce qu'on rentre dans le milieu du travail, dans le marché du travail, on ne sait pas par où commencer. Mm. Alors, il y a ça aussi, Nawal, et puis il y a tous les profils, je dirais, PhD, postdoc, etc., qui parfois peuvent penser que après bac+8, ben, ça devrait être simple, quoi. On a fait tellement d'études, on a tellement d'expérience, et moi, ça m'est arrivé pour pas te mentir, et je me Ouais. suis dit, je vais vite trouver. Dans la recherche, en plus, c'est une continuité. Pour moi, c'était évident. Tu vois, là, c'est de la naïveté quand tu connais pas le marché du travail. Donc, je Mm. postule. Alors, ce qui est rigolo, c'est la chance du débutant. Je postule, j'envoie mon CV, premier job qui matchait complètement. Je suis prise en entretien. Et là, je me dis, bah, c'est bon. Ouais. La grosse Moi, tête. j'adore les entretiens, j'adore Ouais. communiquer. Donc, mais je pitch avec tellement de confiance en moi. Mm. Je crois que j'en ai fait trop. J'en ai fait un peu trop, ouais. Limite, j'allais remplacer la manager à qui je parlais. Non, mais n'importe quoi avec le recul. J'avais pas du tout les techniques, Alors j'avais pas les moi, codes. Asia, je suis la future manager. Donc C'est si ça. tu veux partir à la Mais retraite, je oui, suis je là. peux, je sais, j'étais tellement confiante. Tu vois, c'est cette confiance après Ouais. qui, paf, tu te prends une claque. Et depuis que je me suis pris une claque après, parce que bah, pas de réponse, je comprenais pas, pourtant c'était super, l'entretien s'était bien passé et tout. Un Mm. mois plus tard, pas de réponse. J'ai dit, oh, c'est pas fair play, c'est quoi cette histoire? Et j'envoie un message pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, mais ah oui, je suis désolée, mais finalement, on a pris quelqu'un qui avait de l'expérience. Bam! Mm. Ah, parce que moi, j'ai pas d'expérience. Moi, j'ai fait 10 ans, j'ai fait 2 postdocs, j'ai pas d'expérience. Et là, je me dis, mon Dieu, Asia, il y a un souci. Ça va pas se passer comme tu veux. Et donc, Mm. j'ai commencé à vouloir chercher, à me reconnecter sur LinkedIn. J'ai commencé à vouloir développer mon réseau, à communiquer, à échanger avec les gens. Et petit à petit, j'en apprends davantage. J'ai voulu chercher sur YouTube. Et je pense que c'était un de mes premiers réflexes d'écouter des témoignages, quoi, de gens. Et je me rappelle être allée sur YouTube, avoir rien trouvé. PhD, témoignage de PhD qui travaille dans le privé. Mm. C'est là que j'ai décidé, moi, de fonder une association, de cofonder une association. Et la première chose qu'on a fait, c'est une chaîne YouTube. On faisait des interviews de professionnels qui travaillent dans le privé pour montrer tout le panel de métiers possibles, d'accord, qu'un PhD, voire master en bio pouvait faire. Ça a été la première chose que j'ai faite. En gros, j'ai pas trouvé des solutions, je les ai apportées moi-même. Et Ouais. donc, j'étais dans une démarche où, étant en chômage, j'aidais les autres. Et ça a été pour moi mes clés, hein, Nawel. Hein. S'il y a quelque Mm. chose que je peux te dire, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, moi. J'ai été en difficulté moi-même, j'ai cherché les informations, je ne les ai pas trouvées. Et ben, j'ai créé des solutions pour trouver ces informations. Donc, si à chaque fois que je faisais des interviews, moi, j'apprenais aussi. Ouais. J'interviewais ces gens, j'apprenais. Je réseautais, je créais des contacts, je créais des liens, je développais mon réseau. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à trouver ma voie comme ça. Mais la grosse difficulté, c'est justement le fossé qu'il y avait dès le départ entre recherche académique et privée, où malheureusement, dans notre formation, on nous a pas appris ce que c'est que les codes du privé. On nous a pas appris ce que le monde de l'entreprise exige de nous. On nous a pas appris qu'un PhD tout seul sur le CV, ça ne suffit pas. On nous a pas Mm. appris à parler de nos compétences transversales. Tout ça, on ne l'apprend pas. Voilà, moi, ça a été la grosse difficulté. Pour ça, j'ai créé une asso, je suis allée chercher moi-même les informations et j'ai accompagné les gens à faire cette transition. Et puis aujourd'hui, je travaille dans le privé et je continue à les accompagner via mon agence de coaching. Ouais, c'est génial. Franchement, c'est un beau message et ça me parle beaucoup. Le fait que lorsqu'on a quelque chose qui manque et on ne sait pas vers quoi aller, en fait, je suis un petit peu dans cette démarche dans justement l'évolution de carrière, bah, d'où c'est le sujet de notre podcast aujourd'hui. Ouais. Et en fait, c'est un peu cette démarche je vois qu'un arc, systématiquement, il veut être chef de projet. D'accord? Si je parle d'un arc promoteur. Arc investigateur, OK, il veut aussi être chef de projet, mais pour lui, c'est mort parce que, enfin, il pense que c'est mort
parce qu'il ne peut pas, parce qu'il est du côté investigation, parce qu'il n'a jamais fait de monito, parce qu'il rentre pas dans les cases, etc. Alors ça, c'est complètement faux. C'est des idées reçues. Et là, aujourd'hui, justement, j'enregistre ces podcasts-là et j'aimerais vraiment que chaque intervenant et chaque personne interviewée fasse passer ce message-là, parce que le message est commun, c'est qu'on a plusieurs voix. On peut pas. Regarde, toi par exemple, c'est vrai que ton background en tant que PhD, postdoc, etc., qui t'a permis aussi d'aller plus loin. Mais tu passé, enfin, tu t'es posé la question: «Est-ce que je choisis là le même chemin logique ou est-ce Mmh. que je pars là?» Et tu as choisi et là tu es toute contente, tu es satisfaite et voilà, heureusement. C'est le but, hein, aussi, c'est je pense, le mieux enfin, notre objectif à tous, c'est de travailler dans quelque chose qui nous passionne et qui nous anime et qui nous excite tous les jours et pas, ça dépend des profils aussi. Il y a des personnes qui aiment bien, rester dans leur zone de confort et je comprends aussi, il y a aucun souci à ça, mais c'est tout à fait ça, c'est que on n'a pas cette vision d'évolution. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a tellement le choix, alors pourquoi se limiter à ça? C'est pas l'évolution aussi, elle n'est pas forcément, verticale ou horizontale, on peut choisir ce qu'on peut. Donc généralement, on pense à la verticalité: «OK, je suis arc, je deviens ça» et alors qu'elle peut être horizontale aussi. On peut devenir data, on peut aller dans la pharmacovigilance, chargé de qualité, on peut faire complètement autre chose, comme toi, par exemple, tu as fait un petit passage arc et tu es partie dans une start-up, innovante, voilà, qui propose un Absolument. outil Mmh. innovant. Donc je ça me parle vraiment. C'est très important ce que tu dis, Nawal. Et d'ailleurs, moi, je tiens à te féliciter vraiment ton initiative. C'est Merci. super important. Moi, j'ai été comme toi aussi, hein. J'ai fait des interviews, chaîne YouTube, podcast, et tu peux pas imaginer ce que ça apporte comme valeur aux gens, hein, de t'écouter et ils apprennent et ça leur donne des idées. Parfois, ça change des directions. Ça apporte des vocations. Moi, je te le dis parce que il y a des gens qui ont écouté des vidéos qu'on a fait là sur la chaîne YouTube de témoignages et Mmh. qui ont eu la vision, qui ont eu le Ouais, déclic, qui ont le dit: «Assia, je déclic, suis ouais. tombée sur une de tes vidéos, je te promets maintenant je sais ce que je veux faire. Tu m'as fait le Ouais. déclic». Ça fait chaud au cœur, mais crois-moi que ça a beaucoup d'impact et ça, c'est génial. Donc bravo. Et Merci. hem et Nawal, ce que je voulais te dire, c'est que qui fait complètement écho à tout ce que tu racontes, hein. C'est clé. Moi, je réinsiste un peu dessus. Clairement, moi, j'ai fait arc, j'aurais pu continuer, dans la recherche clinique en me disant: «Beh, j'ai fait la formation, j'ai fait un stage, qu'est-ce qui me manque?» J'aurais pu, hein. C'était la partie facile, on va dire. Ben non, je l'ai fait pour atteindre un autre objectif. J'ai voulu cet objectif, finalement, ça m'a apporté dans un autre objectif et cet objectif m'a permis de faire encore autre chose. Et Ouais, en fait, c'est là où je te dis que le mindset, il est clé. Le mindset, il est clé. Si vous voulez aller dans la recherche clinique, et il y en a pas mal, franchement, Nawal, faut être honnête, il y en a qui y vont peut-être parce que ils restent dans la recherche un petit peu, que ça reste encore un petit peu de la science, et que ouais, c'est peut-être parfois ça peut être une voie facile en se disant, au moins, je m'éloigne pas vers le business ou je m'éloigne pas vers quelque chose que je ne connais pas. Je reste quand même ouais, dans le domaine de la recherche. Et après, qui se rendent compte que, et j'en ai rencontré pendant mon stage, qui me disent, ah si, moi j'ai envie de partir, j'ai envie de faire autre chose. Je sens que là, je ouais. suis pas à ma place. Je sens que, et malgré tout, elles y sont encore. Parce Mmh que, mh. ben, il faut remplir le frigo, parce que, ben, on a C'est ça. peut-être des enfants, parce qu'on a des obligations, des responsabilités. Et je sais que même pour les femmes, c'est pas facile, Nawel, hein, c'est encore un autre Ouais, sujet. Mais ouais, moi, quand je parle avec des femmes qui ont des enfants en bas âge et qui te disent, bah oui, mais moi, il faut que je trouve un job rapidement et peut-être que le plus simple, si je peux faire une formation. D'ailleurs, j'en ai entendu parler, à partir de cette formation, je peux rapidement trouver un premier job. It's OK, mais vraiment, pensez aussi le métier que vous allez faire. Est-ce que ça va matcher? Est-ce que ça va correspondre? Est-ce que c'est pour ça qu'il faut construire un vrai projet et pas se retrouver dans un job par facilité en se disant: «OK, tu vois, je vais pouvoir trouver vite et ça va aller», et à la fin se retrouver à faire des années, des années, des années en étant frustré parce que finalement, c'est pas ce que tu aurais voulu faire, initialement. Donc construire un vrai projet professionnel, c'est important aussi. Se connaître, savoir qu'est-ce qui pourrait être bien pour nous ou pas, et en même temps, tu vas me dire: «Nawal, c'est au fur et à mesure des expériences qu'on apprend à se c'est connaître aussi». vrai, Donc c'est moi, vrai. si j'avais pas fait cette expérience de recherche clinique, peut-être que j'aurais pas réalisé à quel point j'avais besoin, tu vois, de Ouais, de chercher une autre bouffée d'oxygène parce que je suis quelqu'un qui aime communiquer, partager, j'aime mmh, être challengée, et ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que j'aille peut-être, tu vois? Et ça m'a dirigée mmh. vers la start-up qui me convient beaucoup mieux aujourd'hui. Très bien. Selon toi, quelles sont les compétences qu'un arc devrait absolument développer pour évoluer facilement? Alors évidemment la gestion de projet, je pense Mmh, que c'est fort quand tu dis: «Ben, j'ai été amenée à gérer plusieurs projets différents en parallèle». J'ai ouais, été amenée à collaborer avec plein d'interlocuteurs.
des cliniciens, des médecins, des data scientists, des ça c'est génial, il faut le mettre en avant. J'ai su gérer la pression, donc ça, moi, ça me fait pas peur, tu vois, d'être dans des deadlines courtes, tu vois, de gérer cette pression-là, c'est aussi quelque chose qui est très très attendu. Et puis après, je dirais savoir réseauter et développer ton réseau, comme ce que tu fais, Nawel, hein, à travers ce que tu fais, tu développes aussi un réseau et être Mm. capable de dire, tu vois, à un recruteur, écoutez, moi j'ai fait ce métier, mais voilà ce que j'ai fait à côté. On ne se contente pas, et je le dis, dès que vous avez la possibilité de faire des choses à côté de votre travail, un podcast, une chaîne YouTube, une association, vraiment allez-y à fond parce que ça, par contre, ça va être des points différenciants. Oui, Ça va vous différencier, ça va vous permettre d'aller un cran au-dessus. Pourquoi? Parce qu'un recruteur va se dire, en fait, oui, elle connaît le métier d'art, elle a fait plein de choses, mais elle a fait aussi d'autres choses en parallèle. Et tout ce c'est que vous ça. pouvez faire en parallèle peut mettre en évidence vos capacités en communication, peut mettre en évidence le côté, si vous faites un sport, je sais pas, intense, d'équipe et tout, tu vois, ça peut mettre en évidence pas mal de choses aussi. Si vous êtes plutôt artiste, tu vois, le côté créatif, ça va vous amener aussi vers des branches qui pourraient être hyper intéressantes. Euh, tout ça fait que c'est un ensemble que vous construisez pour votre carrière. C'est-à-dire que je vais aller chercher un peu plus loin pour mettre en avant d'autres compétences que je pourrais développer, peut-être même business, hein. Et je Oui. pourrais t'en parler business parce que je connais deux personnes hyper intéressantes dans mon réseau. Une qui, qui a fait un master biosanté, et qui a fait 5 ans d'arc et qui a travaillé dans 4 hôpitaux différents et qui aujourd'hui travaille dans le marketing, Mm. grosse marketeur qui a fait 1 an chez nous au sein d'Obsidia. Donc, elle a fait une alternance via un organisme qui s'appelle Rocket School. C'est un organisme pour les gens qui veulent se reconvertir. J'ai travaillé avec elle à ses côtés. À ses côtés, elle a été ARC pendant 5 ans. J'ai travaillé avec elle à ses côtés dans ce domaine marketing, mais je l'ai trouvée géniale. Je l'ai Mhm. trouvé génial. Pourquoi? Parce que je trouve que tout ce qu'elle a appris en termes de rigueur, d'organisation, de contact, parce qu'elle a été au contact des patients, donc elle a développé une intelligence émotionnelle, Mm. une capacité à communiquer, à comprendre les besoins en face. Pour moi, je l'ai mis face à des clients. Elle était excellente. Mm. Elle était excellente. Donc, ce que je veux dire, c'est que toutes les compétences que vous êtes amenés à développer peuvent servir sur un autre job, mais sans souci. Il faut juste en avoir la volonté, le mindset et voilà, visualiser un job qui peut correspondre encore mieux à vos attentes et vos exigences. Mettre la barre haute, plus on la met haute, plus on va pouvoir se challenger. Pas rester sur une zone de confort. On dit on fait ce métier, on sait le faire, on fait très bien. Bon, ça va, ça fait le job pour le moment, je verrai plus tard. Et on est un peu frustré, on n'est pas bien, ça joue sur le moral, ça peut jouer sur Mm. notre santé. Ça peut avoir beaucoup d'impact autour de nous également. Première petite question, si c'était à refaire, est-ce que tu suivrais le même parcours et est-ce que tu changerais quelque chose? Et c'est quoi? Franchement, moi je dis les parcours, mon parcours, j'ai rien envie de changer dedans. Parce que ça a été un parcours fait de rencontres, tu vois. Et j'ai vu Asia évoluer, j'ai vu son mindset évoluer, j'ai vu Asia prendre confiance, mieux savoir ce qu'elle veut faire, se découvrir, se challenger, repousser ses limites. Et je veux pas reconstruire une autre histoire parce que pour moi, sortie de postdoc, si j'avais tout de suite trouvé mon job ou un job et que j'étais restée là pendant 5 10 ans, c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi. Donc, si tu veux, toutes les rencontres que j'ai pu faire m'ont fait grandir. Le job d'arc, ça n'a pas été le métier que j'ai fait finalement, mais Mm. pour rien au monde, je reviendrai en arrière parce que j'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré de belles personnes, j'ai travaillé dans un joli environnement et j'ai compris qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire, qui me correspondaient pas. Et c'est Mm. grâce à ça que j'ai dit, OK, en fait, allons vers un job où il y a de la communication, communication de terrain. Je suis allée là-dessus. Le destin a fait qu'à un moment donné, il y a eu cette circonstance où finalement qui m'a amené en start-up. Mais tout ça, c'est magnifique, c'est une histoire à raconter. Chaque histoire est unique. Chaque Ouais. histoire est unique. Mais juste suivre son instinct, savoir s'écouter, comprendre ses besoins. Moi, c'est ça que je conseille aujourd'hui. Je vois beaucoup de gens, malheureusement, être dans un métier qui leur convienne pas, qui ne matchent pas avec leurs attentes, comment te dire, où ils sont pas stimulés. Tu vois ce que je veux dire? Et qui font ça Mm. malheureusement par défaut. Et je peux comprendre les situations, hein, parce qu'il y a un frigo à remplir, parce qu'il y a un salaire, parce qu'il y a des enfants. Mais qu'est-ce que ça me fait mal au cœur? Parce que je me dis, ben, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent nous accompagner, il y a des coachs, on peut prendre sa vie en main, on peut faire un peu d'économie et investir pour soi, Ouais. échanger le cours des choses. Tu vois, il y en a qui l'ont fait, pourquoi pas vous, pourquoi pas toi, qui est dans ton coin, et qui, tu vois, et qui déprime parce que tous les matins, tu as la boule au ventre et que t'es pas heureuse d'aller au travail. Ça, on peut le changer. Faut commencer par un changement du mindset. Faut commencer par s'ouvrir. Faut commencer par discuter avec les gens. Tu vois ce que je veux dire? Ouvrir les Mm. chakras. Et puis, ben, c'est déjà gérer le début d'un premier pas.
en avant. Parfait. Franchement, on va finir sur ça. C'était parfait. Merci beaucoup, C'est Asia. moi. C'était très intéressant, très inspirant surtout. Alors, à tous nos auditeurs, je mettrai, allez la suivre sur LinkedIn. Je mettrai tout en description et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci, Merci Asia. Morel. Gros Au bisous, au revoir. revoir tout le monde. Ciao.